Avant de commencer à écrire du code dans ce webcast, on va parler de patterns dans les tiers client et présentation. Et on va comparer trois approches pour concevoir ces parties d'une application multitiers. Donc on va parler de trois patterns différents. On va d'abord parler de ce qu'on appelle le single page app, qui aujourd'hui est beaucoup utilisé avec l'arrivée des frameworks JavaScript, et c'est ce qu'on utilise pour faire des applications très interactives. On va aussi parler du pattern MVC, côté serveur, ce qu'on appelle dans le monde Java EE le modèle 2, et c'est celui qu'on va implémenter dans les laboratoires et dans le projet. Et puis on va aussi parler d'un pattern. Presentation Script, c'est pas vraiment le nom officiel, c'est un nom que j'ai proposé ici. Dans la documentation originale de Java EE, on parlait de modèle 1. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas recommandé, mais qu'on utilise des fois pour des toutes petites pages, des toutes petites applications. Mais en principe, ou bien on gère l'interface utilisateur du côté serveur et on utilise le pattern MVC, ou alors on fait des applications très riches, très interactives, on gère l'interface utilisateur du côté client et à ce moment-là, on fait le single page app. Alors, pour comparer ces deux approches, on va regarder notre système de base. Donc, on part du principe qu'on a un utilisateur qui utilise un navigateur. Il accède à Internet. Et puis, de l'autre côté, on va avoir un serveur. Alors, comme on est ici pour illustrer nos discussions, on est dans un contexte Java EE, j'ai choisi un des serveurs d'application qui implémente la spécification Java EE JBoss Wildfly. Mais en principe, ici, on pourrait mettre un autre serveur d'application. Et puis, c'est pas quelque chose qui est spécifique. C'est pas quelque chose qui est spécifique à Java. On pourrait très bien avoir d'autres technologies ici. Mais on a ces trois parties ici. Donc ça, c'est le tiers client. Ça, c'est le réseau. Et puis, du côté serveur, on a les tiers de présentation, les tiers métiers, les tiers d'accès aux données et les tiers de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire une single page app? Ça veut dire que du côté client, on va utiliser beaucoup de JavaScript. On va utiliser des frameworks comme Angular, par exemple. Et puis, du côté serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pas s'occuper de l'interface utilisateur, mais on va exposer une API REST. Donc, c'est une API qui permet de mapper, ou c'est une API dans laquelle on va mapper des verbes HTTP, des URL et des paramètres sur des actions. Donc ça, c'est quelque chose que je vais utiliser pour accéder à des données, que ce soit en lecture ou en écriture. Et donc, ce qui va se passer dans cette architecture, c'est que l'information qui va circuler sur le réseau entre le navigateur et le serveur, ça va être du JSON. Je fais des choses dans l'interface utilisateur, je fais des appels HTTP pour récupérer des données. Ces données en JSON retournent vers le client et elles sont mises en forme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le single page app pattern. C'est ce qu'on va utiliser plus dans le cours T-Web. Ce qu'on va regarder dans le cours AMT, c'est ce qu'on appelle le pattern MVC. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de côté JavaScript du côté client. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'utiliser JavaScript, mais le rôle ne va pas être aussi important que dans les single page apps. Ce qui va transiter sur le réseau, cette fois-ci, ça va être du code HTML. Autrement dit, chaque fois que l'utilisateur va faire des actions, chaque fois que l'utilisateur va remplir un formulaire, cliquer sur des liens,
On va avoir une requête qui va aller sur le serveur. Le serveur va faire tout le travail de traitement de ces événements utilisateurs et va régénérer l'interface utilisateur complète. C'est ce qui se passe typiquement quand on passe d'une page à l'autre, qu'on a une logique de navigation de page, et puis qu'à chaque fois le serveur va générer cette page. Alors pour faire les choses proprement, et pour pouvoir avoir du code qui est facile à maintenir, ce qui est recommandé, c'est de mettre en œuvre le pattern MVC du côté serveur. MVC, donc ça veut dire qu'on a 3 composants principaux, et puis là je vais en rajouter un 4e. On va voir tout de suite ce que c'est ce S pour service. Premier composant, c'est le point d'entrée, c'est le contrôleur. Le contrôleur, sa responsabilité, c'est de recevoir les requêtes HTTP qui arrivent. Donc chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur un lien, chaque fois que l'utilisateur va soumettre un formulaire, il y a une requête HTTP qui arrive. Cette requête HTTP, elle va arriver sur le contrôleur et c'est lui qui va décider ce qu'il faut faire. Est-ce que l'utilisateur veut créer des données? Est-ce qu'il veut mettre à jour des données? Est-ce qu'il essaye d'accéder à des données? Quelles sont ces données? Lui, c'est un peu un chef d'orchestre. Lui, son rôle, c'est de savoir qui va pouvoir faire le travail. Il ne va pas forcément faire beaucoup de choses lui-même, mais il va aiguiller la requête vers les bons collaborateurs. Et typiquement, ce qu'il va faire, c'est de travailler avec un service. Il va se dire, ah, l'utilisateur est en train d'obtenir la liste des étudiants, si on est dans un système de gestion académique. J'ai un service qui gère les étudiants, ben, je vais lui demander, je vais lui poser la question. Je vais dire, service, donne-moi la liste des étudiants. Donc, la requête HTTP arrive sur le contrôleur identifie le service qui va pouvoir fournir les données et il fait un appel sur le service. Donc, cet appel ici, tous ces composants ici, c'est des composants Java, c'est des objets Java. Le service, la réponse qu'il va donner au contrôleur, c'est un modèle. Donc, dans mon exemple, ici, j'avais le contrôleur. Lui, il parle à un service qui pourrait s'appeler Students Manager ou Students Service. Et puis, le modèle qui est retourné au contrôleur, ça va être une ou plusieurs instances d'une classe Student, où on pourrait avoir des propriétés first name, last name, par exemple. La dernière chose, le dernier composant, c'est la vue. La requête HTTP, elle arrive sur le contrôleur fait un appel sur le service, il obtient des données, et puis maintenant, il faut générer une page HTML. Il faut que le client, lui, puisse visualiser une jolie liste d'étudiants. Donc, il va certainement avoir du contenu HTML avec une balise table, des mises en forme, ce genre de choses. Donc, au lieu que le contrôleur génère lui-même du markup HTML, lui, c'est pas sa responsabilité. Lui, on a vu que sa responsabilité, c'était juste d'identifier le bon service et la bonne vue. La vue, elle, c'est sa responsabilité. Elle a des données à disposition, elle a un modèle à disposition, hein, elle va le mettre en forme. Autrement dit, la vue ici, très souvent, c'est un template. D'accord? Ça va ressembler à une page HTML avec quelques balises spéciales. Et puis quand on fait la fusion entre ce template et un modèle, quand on injecte des données dans un template, on va produire une page HTML qui va pouvoir être rendue au client. On va voir dans un prochain webcast concrètement comment on fait ça et quels sont les composants. Mais on peut déjà donner les noms ici. Là, on va travailler avec des servlets. Donc un servlet, dans tout l'éventail des technologies et des API Java E, c'est un composant
qui va avoir une de ces méthodes appelée chaque fois qu'une requête HTTP arrive. Une requête HTTP arrive, le servlet a une de ces méthodes qui est exécutée et peut faire le traitement. Donc ça c'est le servlet. Pour la vue, là il y a différentes technologies, il y a différents moteurs de templates qui peuvent être utilisés, mais à l'origine, dans l'architecture Java EE, il y avait une technologie qui était les Java Server Pages ou JSP. Et c'est celle qu'on va utiliser. Le modèle, ça c'est pas un composant spécial, c'est ce qu'on appelle souvent des POJO pour Plain Old Java Object. Ça veut dire que c'est simplement une instance d'une classe Java avec des getters et des setters. Et puis les services, ben, ça pourrait être un POJO. Ce qu'on verra plus tard dans le cours, c'est qu'une façon d'implémenter les services et qu'il y a des avantages, c'est de travailler avec les EJB. Mais dans les premières manipulations, dans les premiers exemples, on ne va pas considérer, on ne va pas avoir besoin des EJB. Donc nos services, ce sera aussi des POJO. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le MVC 2. Et puis finalement, ce pattern, on l'a déjà vu dans d'autres technologies. Si on pense par exemple au framework Express.js dans l'écosystème JavaScript, ça fonctionne de la même manière. Vous avez des requêtes qui arrivent, elles sont traitées par un contrôleur, on prépare des données et puis on délègue ensuite le rendu du modèle à une vue. On mentionne ici ce dernier pattern, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est ce qu'on appelait le modèle 1. Ben, le modèle 1, c'est si on avait ici un seul composant qui faisait tout. Donc, qui faisait le rôle du contrôleur, du service et de la vue. C'est possible de le faire. Je peux très bien, dans un monde Java, ici avoir un servlet. La requête HTTP arrive, le servlet voit ce que l'utilisateur a fait. Est-ce qu'il a cliqué sur un lien? Est-ce qu'il a soumis un formulaire? Est-ce qu'il a navigué d'une page A vers une page B? Le servlet fait un calcul et puis il génère du code HTML. C'est possible de le faire. C'est ce qu'on appelle le modèle. Pourquoi c'est pas recommandé? Parce que ça permet pas de séparer les préoccupations. Le code du servlet va rapidement devenir très gros. D'avoir du code HTML au milieu de code de Java, c'est certainement pas une très bonne idée. Avoir une séparation entre le modèle, la vue et le contrôleur, ça permet de séparer les rôles. Et si on travaille dans une équipe où on a des gens qui sont spécialisés sur l'interface web, sur la production de HTML, on veut vraiment qu'ils puissent travailler sur des artefacts différents que les développeurs. Donc j'ai des gens qui vont écrire du code Java dans des servlets, dans des services, dans des modèles, et puis de l'autre côté, j'ai d'autres personnes qui vont travailler sur les templates et qui vont certainement utiliser d'autres outils. Voilà, alors on m'a arrêté ici sur cette première vue d'ensemble, et puis dans le prochain webcast, on va voir concrètement comment implémenter le modèle MVC en Java avec des servlets et des JSP.